Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Alors, je vais vérifier avec la technique au fond de la salle. Vous avez parlé de gauche, mais on ne sait pas si c'est gauche depuis la scène ou gauche depuis la régie. On reste comme ça? Très bien. Alors, bonsoir, bienvenue à cet événement ce soir. Je m'appelle Alex Clark. À côté de moi se trouve bien évidemment Lauren Groff. Lauren, vous êtes arrivée ici dans des circonstances un petit peu compliquées météorologiquement parlant. Je suis tout à fait ravie d'être ici avec vous, parmi vous, mais je ne vais pas parler français ce soir, je vais parler anglais. OK. Pour moi. Pour toi. Oui, good. No. Thank you for being here. Merci d'être là. Effectivement, mon voyage a été un petit peu compliqué. On a pris le mauvais train, on a dû marcher. C'était pas un voyage suisse comme je l'imaginais. Et vous avez fait pas mal d'allers-retours. Vous avez vu le lac Léman? Oui, on a vu le lac Léman dans son entier. Il est magnifique. Et plus d'une fois, oui, effectivement, il y avait de la pluie, il y avait un arc-en-ciel. C'était spectaculaire. Alors merci d'avoir persévéré, merci d'avoir été ici, d'être ici. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que Matrix, le livre dont il est question ce soir, est essentiellement, même si on va essayer de se diversifier un petit peu, parle de résilience. Résilience qui est l'une des thématiques, par rapport à l'une des thématiques de ce festival, qui est l'incertitude. Vous êtes résiliente ce soir? Oui, bien sûr, je suis ici. C'est magnifique, c'est super, on est là. Et il y a de l'art, de la littérature, il y aura de la nourriture, un cocktail que je vais boire très vite. Matza était avec moi, j'étais ravie. La résilience, c'est ce qui permet de surmonter toutes les difficultés. Alors, ce soir, quand j'ai vu Lauren et qu'elle se pressait, je me suis dit pendant un instant qu'elle venait d'arriver des États-Unis. Mais non, vous êtes en Europe, et ce, pendant un certain temps. Vous y vivez? Eh bien, je vis à Berlin pendant 6 mois. Je vis à l'Académie américaine sur le lac de Wannsee, où des choses terribles se sont passées. Et c'est génial d'être en Europe et loin de la folie des États-Unis. Ça, c'est peut-être autre chose dont on va parler ce soir. L'idée de leadership, l'idée de pouvoir, les abus de pouvoir. Moi, je parlais résilience, incertitude, pouvoir, ce genre de choses, en pensant à Matrix. Matrix, qui est une histoire extraordinaire. Lawrence, c'est votre 4e roman, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'on va peut-être aborder la question du 5e. Et d'ailleurs, on reviendra vers vous pour des questions. Donc, pensez aux questions que vous souhaitez poser à Lauren. Donc, c'est votre 4e roman. Vous avez écrit des romans historiques auparavant, mais il me semble que c'est vraiment la première immersion totale dans une autre période. Il se déroule au XIIe siècle et se focalise sur un personnage bien particulier avec un autre en marge. Il s'agit de Marie de France et d'Éléonore d'Aquitaine. Alors, dites-nous un petit peu, dites-nous-en un peu plus quant à ces deux personnages pour ceux qui ne les connaissent pas. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire sur ces personnages? Eh bien, Marie de France est au cœur de mon roman. C'est un personnage entièrement inventé dans ce roman. En fait, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur elle en tant que personne. Donc, dans la vie, dans la vraie vie, ça a été la première poète publiée en langue française. Elle a écrit pas mal de choses, mais moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont ses laits. Il s'agit d'une série d'histoires courtes, de nouvelles poétiques, sont fascinantes. Il y a un loup-garou qui apparaît. Il est question d'un bateau enchanté. Donc des histoires très anciennes qu'elle dit en langue vernaculaire, qu'elle écrit en langue vernaculaire. Et tout ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle est de France et que son nom c'est Marie. Donc Marie de France. En effet, elle a dit « Je suis Marie et je suis de France », d'où Marie de France, exactement. Et c'est comme ça qu'elle se présente au fil de ses écrits.
Ce qui est fantastique, c'est que lorsque l'on ne sait rien de son personnage historique, car personne n'estimait qu'elle était suffisamment importante pour l'inscrire dans l'histoire, la seule chose sur laquelle je pouvais écrire, c'était ses écrits. Moi, je détesterais que quelqu'un fasse quelque chose de moi et de mon œuvre, mais c'était tout ce que j'avais sur elle. Donc j'ai dû extrapoler sa vie à partir de son œuvre, d'une certaine manière. Et puis il y a l'autre personnage auquel vous faites référence, à savoir Aliénor d'Aquitaine, qui est mon personnage préféré de l'histoire. Elle est extraordinaire. Elle est née riche, elle est née noble. Mais elle a également été reine 2 fois. Elle a été reine de France, mais également reine en Angleterre. Elle a élevé toute une série de fils qui ont menacé leur père sur son trône. C'était une mère aigle qui élevait des aiglons. Elle était une politicienne extraordinaire. Et elle a créé un centre des arts et de la vie courtoise incroyable. C'est un personnage fascinant, on sait pas mal de choses à son propos. Et elle incarne vraiment l'idéal féminin. Elle représente l'idéal féminin de l'époque. Aussi, je la trouve très intéressante par rapport à ma Marie, qui est quelqu'un qui se retrouve entre les genres. Elle est dans son propre monde qu'elle se crée elle-même. Et elle est au-delà de toute idée de féminin, de la beauté féminine, de maintenant ou d'alors. On la voit immédiatement comme quelqu'un qui a l'air un petit peu grotesque. Eh bien, elle se croit d'apparence grotesque et les gens tels qu'Aliénor lui disent qu'elle n'est pas délicate, elle est brusque, elle est grande, elle aime faire les choses qui ne sont pas féminines, elle aime se quereller avec les universitaires, elle aime les combats à l'épée. C'est un garçon manqué, moi je l'ai été aussi et j'aurais probablement mouru si je n'avais pas pu courir dans les forêts et si j'avais pas pu faire des faux combats à l'épée. Ce qui est intéressant, c'est qu'Aliénor, c'est un personnage qui vous intéresse beaucoup. En même temps, elle plane sur ce roman. Or, elle n'apparaît que rarement. On va lire un petit passage où ces 2 personnages se rencontrent, mais c'est un petit peu l'exception, car on suit Marie constamment, mais on ne connaît Aliénor que de ce qui est dit sur elle. Et là, c'est un des rares moments où elles se rencontrent. Est-ce que je lis d'abord ou est-ce que j'en parle? Non, vous pouvez planter le décor. En effet, au début du roman, Marie a été bannie. Elle se rencontre quelques années plus tard. Pourquoi a-t-elle été bannie? Eh bien, Aliénor, à ce stade, est reine des Anglais. Elle a eu quelques enfants déjà. Et cette femme, cette parente de son mari, arrive à la cour. Et elle est impolie, elle est bizarre, personne ne l'aime. Ils ont du mal à la marier. Elle est gênante, c'est une personne qui est gênante, embarrassante. Il n'arrive pas à s'en débarrasser, mais en même temps, elle a beaucoup de compétences. Elle lit, elle calcule, elle a réussi à gérer un patrimoine, ce que faisaient beaucoup les femmes à l'époque parce que les hommes partaient à la guerre. Les femmes devaient donc gérer d'énormes patrimoine. Et donc, Marie est utile à Aliénor. Aliénor décide de l'envoyer dans une abbaye, un couvent, qui est qui est sur le déclin à cause d'une épidémie, un petit peu comme la Covid. Donc, les choses vont très mal dans cette abbaye. Marie est donc envoyée à cet endroit qui est absolument terrible et elle doit décider si elle va en faire un endroit qui va devenir une espèce d'utopie féminine, un monde des femmes, ou est-ce qu'elle va essayer d'écrire ses laits pour revenir à la cour, ou alors est-ce qu'elle va abandonner et mourir?
De toute évidence, elle choisit deux de ces options. Et puis, plus tard, oui, bien plus tard, effectivement, bien plus tard, Aliénor apparaît. Elle apparaît au couvent. Alors, ce roman est basé sur le roman Courtois. Or, le roman Courtois est fondé sur un amour impossible. Cet amour est inatteignable. C'est un amour idéalisé. Et en général, c'est en général des hommes qui regardent un symbole de beauté et d'amour. Et pour Marie, c'est Aliénor. Et donc Marie a été une abbesse depuis un certain temps. Aliénor est Aliénor. Et voilà, elle se retrouve au couvent. Sans préambule, Aliénor dit « Ah, cela fait des décennies. Et Marie n'est-elle pas devenue une véritable montagne ?» Elle lui dit de s'asseoir, enfin si cela ne brise pas la chaise. Elle n'est donc plus maigrelette, elle qui n'était qu'un terrifiant squelette, mordieu. Marie sourit. La reine la regarde. Elle dit d'une voix songeuse que non, peut-être qu'au fil des décennies, Marie s'est transformée en singe. Celle-ci répond qu'en effet, on fait bonne chère à l'abbaye, que ce n'est plus un lieu où l'on meurt de malfaim, ainsi qu'à son arrivée, quand, si jeune, elle fut jetée là par Aliénor, en ces temps où elle voyait les petites oblates devenir bleues, ratatinées par la famine. Elle mange bien et en quantité, même si, naturellement, aucune démoniale n'est trop grosse. Presque toutes sont formidablement musclées. Peut-être que la reine n'est plus habituée à la force féminine, ou peut-être qu'il y a si longtemps qu'elle menace son armée de femmes qu'elle a oublié. Peut-être que toute femme qui ne se brise pas au moindre cri, tant elle est fragile, paraît grosse, en tout cas aux yeux si raffinés et courtois de la reine. C'est à croire qu'Aliénor ne l'entend pas. Elle dit d'un air songeur « Ce n'est pas que Marie ait jamais été petite, n'est-ce pas? Il se trouve simplement qu'autrefois, elle n'avait que la peau sur les os. Aujourd'hui, elle porte sa propre armure sous sa robe. Oui, on pourrait dire que Marie est devenue un grand monocéros vieillissant. Une cuirasse de fer, une seule corne cruelle, enfin d'après ce qu'on lui a rapporté. Monocéros, oui, c'est cela. » Marie soupire et dit qu'elle espère que la reine acceptera ses condoléances puisqu'elle est récemment devenue veuve. Un ulcère purulent, que c'est douloureux. Cela lui semble curieux que personne ne lui ait écrit pour le lui annoncer, qu'elle ait appris la nouvelle comme si elle ne faisait pas partie de la famille, même si, évidemment, elle n'est qu'une demi-sœur bâtarde. Sans doute la reine était-elle trop occupée pour écrire à Marie, sa sœur. Demi-sœur, et seulement par le mariage, la corrige sévèrement Aliénor. Oui, en effet, elle était trop occupée, comme toujours. Et puis, il lui a paru inconvenant d'accepter les condoléances de quelqu'une qui n'était pas du tout affectée par cette perte. Ce fut un véritable amour, Marie le sait, elle l'a vu par elle-même, enfant à la cour. Un grand amour, même jadis. Ah, pour être franche, les devoirs de la Chambre d'Angleterre ont toujours été les plus pesants. Et la reine éclate de son rire rapide, sans reprendre son souffle. Puis elle dit que, naturellement, quand on met une aigle en cage plus d'une décennie, elle essaie forcément de vous crever les yeux lorsqu'on ouvre la porte. Marie dit que les choses se sont bien terminées puisque la reine fut finalement libérée après de longues années de captivité et qu'à présent, son meilleur aiglon est perché sur le trône d'Angleterre. Ces années d'emprisonnement sont rédimées, même s'il paraît que certains des geôliers se montrèrent cruels envers elle. Qu'on lui prit ses gerfaux, qu'on la laissa mourir de froid au point d'avoir des gelures sur son beau visage. Marie a souvent pensé à la reine durant sa réclusion, surtout lorsqu'elle était si proche et que l'abbaye et son confort eussent pu atténuer ses tourments. En fait, Aliénor eût été beaucoup mieux ici comme nonne plutôt qu'en demeurant une reine prisonnière. Aliénor cligne les yeux plusieurs fois très vite et Marie rit intérieurement. Cligner si vite a toujours été une fenêtre ouverte sur l'âme d'une femme. Puis, la reine lui confie que c'est étrange qu'elle ait souvent passé à elle, qu'elle doit confesser n'avoir guère pensé à Marie. Ou peut-être la voyait-elle telle qu'elle était à l'époque où elle l'avait connue, nouvellement arrivée à la cour, et si saugrenue, tout en coude et en tête, heurtant l'embrasure des porte, avec cette grosse voix grave, prête à engager la dispute, sentant mauvais sans manière, que tout le monde fuyait devant son pas de charge. Quelle piètre créature elle faisait alors. Avant de voir la demoiselle, Aliénor avait prévu de la marier. Et puis, elle était apparue en se démenant avec son étrangeté, sa volonté haletante, son visage disgracieux. On ne pouvait marier une telle virago.
La reine ajoute que si elle devait se retirer dans une abbaye, ce serait à Fontevraud, la majestueuse, pas dans ce misérable trou boueux sur cette île haïe. La nourriture est servie. Marie fait signe à la reine de s'asseoir. L'atmosphère s'est trop échauffée et pour la rafraîchir, Marie, en guise de conciliation, dit qu'elle a fait faire pour Aliénor une copie de ses fables. L'enlumineuresse de l'abbaye est folle. Elle voit des démons dans l'herbe, le mal flotter au-dessus de la soupe à l'oignon. Mais son ouvrage est parfait en vérité. Marie a écrit ces histoires dans un moment d'abattement quand l'abbesse M déclinait et qu'elle passait ses nuits à veiller la vieille femme accablée de douleur. Elle a tenté un nouveau style dans ses fables, loin de celui des laits. Elle n'écrit plus sur les affres de l'amour. Au bout de 30 ans, elle ne ressent plus dans son cœur que de l'amour pour ses sœurs et son style doit refléter ce changement et cette vérité naturellement. Quoi qu'il en soit, continue-t-elle, il y a dans ce livre l'histoire d'une grue et d'un loup. La reine connaît-elle cette histoire? Non? Un loup ronge un os qui se coince dans sa gorge. Souffrant, il mande tous les animaux du royaume et exige que l'un d'entre eux retire cet os de son gosier. Seule la grue a le cou assez long. Bien sûr, elle se montre méfiante à l'idée de plonger la tête dans la gueule du loup, hérissé de crocs acérés. Enfin, le loup lui dit que si elle met la tête dans sa gueule, elle recevra un fabuleux trésor. Alors, la preuse grue plonge le bec et retire l'os. Le loup, libéré de sa douleur, dit à la grue qu'à présent, elle peut jouir de son trésor. Et ce trésor, c'est la vie. La grue doit s'estimer heureuse de ne point avoir été mangée. La reine rit et dit « C'est délicieux ». Merci. Lorraine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au moment de l'apparition de votre livre, on a fait un événement lors d'un festival ensemble. Oui, bien sûr. Alors, on devait discuter avec un autre auteur, Sarah Ball, qui n'a pas pu se joindre à nous en raison de la pandémie. Et je me souviens d'avoir été très frappée parce qu'il y avait une histoire dans son livre à propos d'une artiste qui avait sculpté la grue et le loup. Or, j'avais vos deux livres l'un à côté de l'autre et je me demande ce qu'il y a dans cette histoire qui est si particulier, qui résonne tant. Bien, qu'en pensez-vous? Moi, je ne sais pas. C'est vous qui l'avez écrit. Non, après vous. Eh bien, j'imagine que... J'ai réfléchi à la première fois que j'ai lu cette fable. Il y a cette coopération antagoniste. Quelqu'un qui est coincé, qui doit accepter son destin. Et d'une certaine manière, c'est Marie. Lorsqu'on rencontre Marie pour la première fois, l'une des choses qui la définissent, à part son étrangeté, son manque de féminité, c'est le fait qu'elle est illégitime. Et c'est la raison qui est employée pour l'exclure de tout. D'une certaine manière, j'imagine que vous montrez dans votre roman comment elle utilise tout cela pour devenir plus puissante. Est-ce comme ça que vous voyez les choses? Oui, oui, bien sûr. Mon but avec ce roman dès le début, et le but change au fur et à mesure de l'écriture, on s'assoit pour écrire quelque chose et puis 5 années plus tard, on obtient quelque chose d'entièrement différent qu'on n'imaginait même pas. Mais au début, je voulais écrire sur le pouvoir chez quelqu'un qui n'en a pas du tout. Marie n'en a pas, c'est une femme, elle est pauvre, c'est une bâtarde. Et elle n'a pas les liens familiaux. Elle pourrait les avoir, mais elle ne les a pas. En même temps, elle est très intelligente et elle a la possibilité de créer quelque chose à partir de rien. Donc ça, c'est une partie de l'histoire. Et ensuite, je voulais voir comment le pouvoir se manifeste chez quelqu'un comme elle. Lorsque je me suis lancée dans ce roman, c'était en 2019, on sortait de l'ère Trump et j'espère, oh mon Dieu, qu'on n'y retournera pas, mais on émergeait de ce tsunami de terreur et je réfléchissais aux différences entre Hilary, le monde
qui nous a été donné par cet homme, franchement très privilégié et stupide. Alors, si Hillary était devenue présidente, est-ce que le pouvoir l'aurait changé, l'aurait déformé d'une certaine manière? Donc, ça, c'était un petit peu l'étincelle initiale qui a mis en route les choses. Donc, c'était délibéré de ne pas écrire un roman contemporain. Vous vouliez explorer le pouvoir, vous vouliez voir comment le pouvoir corrompt. Qu'est-ce que ça vous a fait de placer cela d'une ère entièrement différente, dans un endroit complètement différent? Quelles étaient les opportunités que cela vous a données? Eh bien, pendant très longtemps, je dois vous dire que j'étais très snob et pour moi, les romans historiques, c'était pas pour moi. Hilary Mantel, c'est la meilleure et ça n'a rien à voir avec elle, bien sûr. Mais je suis passée par le système américain MFA qui méprise la fiction historique, les romans historiques. Il y a des gens comme Henry James qui détestaient le roman historique. Et puis, beaucoup des livres que les critiques n'aiment pas trop sont des romans sur lesquels on voit un homme ouvrir sa chemise et puis quelqu'un qui porte une jupe en tissu écossais. C'est ce genre de roman historique à bon marché auquel les gens pensaient. Et donc, il y a 12 ans, je ne me serais jamais dit que j'allais écrire un roman historique. Et 12 ans plus tard, voilà où j'en suis. Mais Les Monstres de Templeton, c'est un petit peu un roman historique, non? C'est un mélange des genres, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Et je me suis détestée pour cela à l'époque. Mais c'est l'histoire d'une transformation parce que je ressens plus du tout la même chose. J'ai entièrement retourné ma perspective, car toute fiction, tout roman est basé à l'époque où c'est écrit. Même si on écrit sur l'avenir, on l'écrit à partir du présent. Même si on écrit sur le passé, c'est le moment présent qui donne à l'œuvre son sens de l'urgence. Quelle que soit l'œuvre, c'est un voyage dans le temps, car ce que l'on fait, c'est que l'on écrit à partir du présent vers l'avenir. Les lecteurs futurs liront ce livre comme s'il avait été écrit dans le passé. Donc c'est un vrai voyage dans le temps. Tout livre est historique d'une certaine manière. Et de tous les livres que j'aime le plus, War and Pieces, c'est un roman historique. Middlemarch, c'est un roman historique. Absalom, c'est un roman historique. Guerre et paix aussi. Et en même temps, c'est pas si différent que cela. C'est un genre qui est très large, qui est très vaste. Oui, exactement, c'est très vaste. Alors, je me demande si l'une des questions, l'un des problèmes, c'est que les gens ont peur de la parodie, du pastiche, de l'artificialité, du fait que ça perd toute sa pertinence. Oui, c'est vrai, la parodie, et puis il y a le tourisme dans le temps. Pourquoi traiter des questions urgentes du présent si on regarde en arrière? Or, regarder en arrière, c'est parfois très conservateur. On se concentre sur le passé au détriment du présent. Mais non, le roman historique, c'est un outil qui peut être très puissant pour critiquer le présent. Si vous écrivez cela d'une certaine manière et que le passé et le présent entrent en conversation, vous entendez ces deux sons, vous entendez un chant entre ces deux périodes historiques. Et c'était exactement ce que je voulais faire avec ce livre. Toutes les préoccupations dans le roman sont des préoccupations qui sont des questions urgentes pour moi à l'heure actuelle. Et je n'ai choisi cela
parce que je ne voulais pas forcément parler des téléphones portables, je voulais pas forcément parler des jeux vidéo, je voulais pas parler informatique, des choses qui sont tellement ennuyeuses, tellement barbantes. Alors pourquoi ne pas prendre le passé et l'insérer dans le moment présent? Il y a une chose qui est intéressante que vous faites, comme vous l'avez dit. Vous avez ce personnage dont on sait très peu de choses historiquement parlant. On pense savoir qu'elle a probablement vécu en Angleterre pendant une grosse portion de sa vie et qu'elle a été liée à un ordre religieux quelconque, même si on n'en a pas la certitude. Donc vous avez ce personnage avec lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais à la lecture du livre, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très aigu. Vous n'insinuez pas que sa vie imaginée pourrait avoir eu lieu. Il y a différents registres. Elle gagne en puissance, en pouvoir, et c'est un livre à ce propos-là. C'est presque un livre fantastique de science-fiction. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, et c'est délibéré. Lorsque vous lisez pas mal de textes de cette époque-là, les romans courtois, les poèmes de l'époque. Le réalisme n'est pas le réalisme d'aujourd'hui. C'est un réalisme différent. Et si vous essayez de vous mettre dans la tête de quelqu'un du XIIe siècle, c'est une époque où il n'y avait pas de journaux. Les gens, d'un point de vue général, à moins que vous soyez très riche, vous restiez proche de chez vous. Vous connaissiez les mêmes personnes tout au long de la vie. Vous obteniez des informations par le biais de la rumeur, des chansons. Les faits, le rapport aux faits était différent. Et les gens avaient des croyances dont aujourd'hui on dirait que c'est des superstitions, voire du charlatanisme. On dirait que c'est complètement dingue d'y croire. Mais la vie quotidienne, si vous crachiez dans le feu, ça faisait en sorte d'attiser le feu. Voilà le genre de choses qu'on appelle aujourd'hui des superstitions, mais le rapport à ces superstitions était très différent. Donc je souhaitais faire de cette époque une époque qui avait une espèce de réalité poreuse, avec de l'étrange, des choses qu'on ne pense pas comme étant véridiques. Mais c'est pour ça que cela nous transporte autant. Maintenant, je pensais à la représentation à cette époque-là. Les choses sont dramatiques, linéaires. L'une des choses que je préfère, c'est de regarder l'art de l'époque. En effet, si vous regardez la perspective, elle n'est pas entièrement là. Sur le sceau d'Eleonore von Bingen, Hildegard von Bingen, que j'adore. C'était une abbesse mystique. Elle préparait des potions, elle faisait de la musique, elle a composé de la musique qu'on joue encore aujourd'hui. Et donc, Hildegard von Bingen a un sceau sur lequel... Bon, il y a cette image d'Hildegard von Bingen. Elle est gigantesque. Elle fait certainement 15 mètres de haut. Elle est entourée par tout un tas d'autres personnes. C'est une manière de représenter le fait que c'était une grande dame parmi des gens tout à fait ordinaires. Et je pense que la taille de Marie provient de cette image d'Hildegard von Bingen. Dans mes recherches, ces changements de perspective, la manière qu'ont les visages d'être si grands et les corps si petits. Il y avait le sens de l'humour des gens à l'époque qui est dingue. C'est très rigolo. Il y a ces choses qu'on appelle des drôleries dans certains des manuscrits de l'époque. Des gens qui
détestait les prêtres, faisait des petits dessins. Et certains de ces dessins sont hilarants, ils sont tellement rigolos. J'en ai vu un d'un lapin. Un lapin représentait quelqu'un qui n'était pas très puissant. Ils sont faibles, ils se font manger par les chiens, par les loups. Donc le lapin symbolise l'homme de la rue, le prêtre de la rue, les gens ordinaires. Et donc on a une image de lapin, on a un lapin assis sur un escargot, l'autre sur une tortue. On a une image d'une nonne qui cueille des pénis, d'un arbre à pénis. Donc, il y a des images très bizarres qui ne correspondent pas à la perception moderne de ce qu'était le Moyen-Âge. C'était brutal, triste, froid, boueux, gris. Voilà ce que l'on imagine du Moyen-Âge. Alors oui, il y a beaucoup de terre, beaucoup de boue dans le roman, mais les gens se lavaient. Ils faisaient attention à eux. Mais au début du roman, elle arrive au couvent, elle est vraiment pas heureuse. Et on lui dit qu'elle doit se baigner. Et elle dit, non, moi je me suis baignée en novembre. Et clairement, vous nous regardez et vous dites, non, c'est un péché d'être sale, il vous faut vous laver au moins une fois par mois. À ce moment-là, ce n'est plus vraiment prendre un bain. Mais cela explique qu'il y a un sens de réalité améliorée dans le livre. Mais on voit également qu'il y a des aspects très concrets également de la vie quotidienne, pas simplement parce que vous décrivez les femmes qui travaillent, c'est une communauté de femmes qui travaillent, et d'ailleurs au début tout va de travers, l'abbaye se porte mal, tout le monde est en train de mourir de faim, c'est terrible. Et Marie, en réalité, on ne comprend pas vraiment comment elle y arrive, mais elle prend le pouvoir et elle révolutionne le fonctionnement de l'abbaye et ensuite tout va bien. Et vous avez parlé de tous ces travaux, de toutes ces activités avec beaucoup de précision. Est-ce que c'est un aspect qui vous fascine? Oui, vraiment, j'adore tous les cycles quotidien de la vie de l'abbaye, parce qu'il y a des prières très clairement marquées. On prie énormément de fois par jour, y compris la nuit. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas d'horloge. À l'époque, on ne savait pas à quelle heure il était, sauf si on était attentif au monde autour de soi, c'est-à-dire le soleil, ce qui se passe dans le ciel, les fleurs. Et donc, je me suis dit que je ne savais pas comment c'était de vivre au Moyen-Âge et je ne saurais jamais à quoi ça ressemblait de vivre au Moyen-Âge, parce que je suis corrompue a priori par le monde contemporain, mais je sais ce que c'est que d'être un animal, car nous sommes tous des animaux, que nous le souhaitions ou pas. Et donc, nous vivons tout, nous ressentons tout par notre corps au départ. Donc, je sais ce que ça veut dire que de tenir entre mes mains un bol de soupe chaude. Et je pense que cela ressemble probablement au fait de tenir entre ses mains un bol avec quelque chose de chaud à l'intérieur. Et tout cela, c'est une perception animale. Et c'est pour cela qu'il y a ces détails concrets dans ce livre, parce que cela m'a permis de créer un lien avec l'époque, avec les personnes qui vivaient à l'époque, pour expliquer que nous ne sommes pas a priori des êtres intellectuels. Alors peut-être qu'il y en a, mais à ce moment-là, ce sont sûrement des gens ennuyeux. En tout cas, ceux qu'on rencontre dans les cocktails sont un peu ennuyeux. Mais nous avons notre nature animale, nos phéromones. Et en quelques millisecondes, quand on rencontre quelqu'un, on sait si on va l'aimer ou pas, pour des raisons qu'on n'arrive pas du tout à comprendre au départ.
Et cela passe par tout un héritage que l'on transporte avec soi dans son corps. Et c'est une attraction que l'on peut ressentir vis-à-vis de l'autre personne. Donc, toutes les scènes du livre, tous les moments du livre passe au départ par les sensations, l'aspect sensoriel et les émotions qui vont avec. Je crois que c'est pour cela qu'on voit qu'il y a tous ces détails de la vie quotidienne ou des aspects physiques. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, on n'arrive même pas à lui trouver des sabots parce qu'elle a de si grands pieds que on ne trouve pas de sabot à la bonne taille. Et puis, il y a la moitié du pied qui sort du sabot. Et puis, on voit aussi les abricotiers en fleurs, et cela nous ramène à cet aspect très physique du livre et également à sa vie sexuelle et sa vie érotique. Et je souhaitais vous interroger sur cet aspect-là. Elle aime Aliénor, et c'est un petit peu une sorte d'amour inaccessible dont on parlait tout à l'heure, mais elle en aime d'autres également. En quelque sorte, c'est une figure queer, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est une affirmation avec laquelle vous seriez d'accord. Est-ce que vous l'avez imaginé ainsi? Alors, tout ce que je sais de ce personnage me vient d'une expérience que j'ai faite au début de l'écriture de ce livre. J'ai commencé par prendre les ouvrages qui ont été écrits par Marie de France et j'ai noté sur un papier tous les passages où j'avais l'impression qu'il y avait une vitalité inhabituelle, où on pouvait voir le reflet de la personne qui avait écrit ces histoires. Et j'ai pu avoir, en fin de compte, un texte assez court. Et puis, qu'est-ce qui ressortait de ce texte? C'est que la personne était très grande, de façon disproportionnée, et puis que c'était quelqu'un qui englobait tout et qu'elle avait une nature animale avant tout. Donc, la personne qui avait écrit ces poèmes était très attentive aux textures, aux odeurs, à la beauté visuelle, auditive. Elle était très attentive au plaisir esthétique du monde et cela ressortait de manière très intense. Et je me suis dit, alors, manifestement, cette personne a une faim qu'elle n'arrive pas à assouvir et sa faim part dans tous les sens. C'est quelqu'un qui aurait trouvé le moyen d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, même s'il n'avait été que deux au monde. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément une figure queer, mais c'est quelqu'un qui a une grande faim de tout connaître par le biais de son cœur, de son corps, et qui veut tout expérimenter. Donc, oui, effectivement, dans ce livre, et certains me le reprochent, donc oui, effectivement, elle couche avec des femmes, mais elle aurait trouvé le moyen de coucher avec quelqu'un où que ce soit. Mais elle aime les femmes, n'est-ce pas? Oui, et elle aime bien tomber amoureuse. Oui, elle aime tomber amoureuse. C'est cette faim qu'elle ressent. Mais quand on se penche sur la notion d'utopie, alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que elle introduit des révolutions dans cette abbaye, elle la transforme en un lieu pratiquement fantastique parce qu'elle arrive avec tout ce pouvoir qu'elle transmet. Et en tant que lecteur, j'ai l'impression que on nous demande si c'est bien ou pas bien, si elle est vraiment quelqu'un de bienveillant, qui veut bâtir une utopie ou pas. Et je ne sais pas exactement dans quel sens vous penchez et dans quel sens vous souhaitez que le lecteur penche. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez vous-même comment trancher cette question? Non, je ne suis pas sûre. Alors, ce n'est pas une hagiographie. Cela ne prétend pas être une hagiographie. Et quelqu'un qui l'affirmerait se tromperait. Mais cela remet en question le pouvoir féminin. Et comment cela pourrait faire la différence?
Mon père était un homme merveilleux et il appartient à une certaine époque. Et quand j'étais enfant, pour montrer qu'il était favorable aux thèses féministes, il disait « Ah, si seulement c'était les femmes qui étaient au pouvoir dans le monde, ça irait beaucoup mieux. » Et moi aussi, c'est ce que je me disais aussi. Pendant longtemps, je me disais que c'était une vision très romantique du monde. Mais les femmes sont humaines. Nous sommes ambivalentes, nous sommes ambitieuses, nous sommes pleines de vices, d'ambition, nous avons des fins que nous souhaitons assouvir. Et simplement, on ne nous a pas laissé la possibilité de montrer qu'on n'était pas vraiment mieux que les hommes. Donc, d'une certaine manière, je souhaitais que le tableau ne soit pas aussi clairement tranché que cela. Et on voit donc ce qui se passe quand une femme arrive au pouvoir, mais si quelqu'un finit par avoir un pouvoir absolu, eh bien, on voit que dans certaines institutions, dans certaines structures un peu étriquées, peut-être que le pouvoir qu'on acquiert fait que l'on va reproduire les mêmes structures, les mêmes schémas vis-à-vis des personnes qui sont en dessous. Et si il y a une hiérarchie, et l'Église catholique a toujours eu un fonctionnement hiérarchique, eh bien, à un moment donné, ce mouvement va finalement retomber sur les autres, ceux qui sont en dessous. Donc, je crois que c'est ce qui se serait passé. Alors, une fois de plus, dans ce livre, il y a un point de bascule, parce que pour les personnes qui vivent dans cette utopie, leur sort s'améliore quand Marie arrive. Les nonnes ne meurent plus de faim, elles ne meurent plus de maladie, l'abbaye devient autosuffisante, on voit même que l'abbaye s'enrichit, qu'elle a des succès économiques, on voit que c'est absolument décisif et cela conditionne aussi son succès et son indépendance. Alors, quel est le point de bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on peut basculer dans la mégalomanie? Peut-être le capitalisme? Enfin, c'est la croissance effrénée, finalement. C'est le capitalisme, donc la croissance, à l'exclusion de tout le reste. Et Marie est une femme d'affaires, c'est une capitaliste. Alors, je ne sais pas, mais ce n'est que ma théorie. Alors, donc, nous aurons également des questions, mais je souhaitais vous poser des questions sur certains de vos autres ouvrages. Mais avant cela, il y a un symbole magnifique dans ce livre de ce qu'elle souhaite construire, qui est quelque chose qui protège l'abbaye, et c'est le labyrinthe qui entoure l'abbaye, donc qui protège l'abbaye, mais qui la coupe du reste du monde également, qui l'isole, et elle devient presque un chef de guerre à ce moment-là. Et cet aspect-là était très intéressant. Oui, effectivement. Cela provient d'un projet précédent, d'une ébauche précédente, et c'est quelque chose qui m'a hantée. Dans les versions précédentes, il y avait beaucoup plus d'interactions entre le 21e siècle et le 12e siècle. Il y avait beaucoup plus d'allers-retours. Et bon, alors, dans le Guardian, il y a environ 10 ans, j'ai vu qu'il y avait eu une sécheresse en Angleterre, et dans les photos qu'on voyait, qui étaient prises par drone, on voyait des structures d'origine qui remontaient pratiquement en surface, même si elles avaient disparu depuis 3000 ans. Donc, on voyait des structures de maisons, de porcheries ou d'autres qui remontaient à la surface en quelque sorte, et il y avait une sorte de mémoire de la Terre, et c'était un petit peu comme des fantômes qui affleuraient à la surface de la Terre. Et je me suis dit que c'était vraiment une métaphore très puissante pour ce livre-là en particulier. Et dans les versions précédentes du livre, j'avais cette histoire
de labyrinthe où Henri II avait mis sa maîtresse dans un labyrinthe pour la protéger contre son épouse, mais Aliénor, qui était très rusée, avait quand même trouvé le moyen de l'assassiner. Bref, j'ai repris cette idée de labyrinthe et je me suis dit que c'était une structure qui protégeait l'abbaye, mais qui aussi les coupait du monde et faisait que les gens étaient complètement isolés du reste. Et on voit que c'est un petit peu comme un fantôme qui affleure à la surface de la Terre. Et cette métaphore est restée dans le livre et elle s'est transformée en quelque chose de très étrange qui peut donner lieu à pas mal de spéculations, mais c'est ce qui se passe quand on rédige différentes versions d'un livre. La version définitive est très particulière. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre prochain ouvrage où vous retournez dans le passé? Maintenant, apparemment, vous êtes une professionnelle du roman historique que vous ne dédaignez plus, parce que finalement, vos livres sont tous très différents les uns des autres. Donc, on retourne en Amérique au XVIIe siècle. C'est bien ça? Oui. Alors, les premières colonies anglaises permanentes en Amérique du Nord se sont implantées en Virginie, à Jamestown. Et Jamestown était terrible pendant les premières années. Alors, je pense que 80% des colons qui sont arrivés sont morts d'épuisement, de maladies, de meurtres, de cannibalisme, enfin d'autres phénomènes horribles, ou encore parce qu'ils avaient bu de l'eau salée, ce qu'il ne faut jamais faire, et de bêtises également, et aussi de paresse. Donc, c'était une époque très étrange. Et j'ai commencé à lire beaucoup de récits de survie et d'une certaine manière, j'ai un petit côté survivaliste, mais je sais comment filer de la laine ou comment faire de la farine, moudre ma propre farine, donc au cas où ça pourrait m'être utile. Et donc, je me suis intéressée à cela et je me suis intéressée à l'écriture féminine en Amérique du Nord à l'époque. Et c'était ces récits de captivité. Donc, on avait ces femmes originaires d'Angleterre ou qui étaient nées en Amérique du Nord, qui ont été faites prisonnières par les autochtones et on les a utilisées à des fins de propagande pour promouvoir la colonisation. Et parfois, comme dans le cas de Mary Rowlandson, on a des voix où on voit qu'il y a à la fois une certaine angoisse et une certaine chaleur qui se dégage de ce récit. Et d'autre part, j'adore Robinson Crusoe parce que c'est un des livres les plus étranges qui codifie des idéaux culturels et qui les incarne à lui tout seul. Donc voilà ce que représente Robinson Crusoe sur son île. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre ces récits de captivité, Robinson Crusoe, et ensuite voir si je ne pourrais pas les mélanger et en faire autre chose, non pas à des fins de propagande, mais pour montrer qu'il y a des relations très compliquées quand on est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir à l'époque, mais qui est agent de la colonisation et dans le même temps qui est impuissant à changer quoi que ce soit. Donc, c'est une sorte de Robinson Crusoe féminin, complètement folle, qui rencontre Dieu. Voilà. Donc, on voit que là aussi, c'est un récit très simple, pas ambitieux du tout. Et quel est le nom exactement? The Vaster Wilds, et qui devrait sortir prochainement. Oui, j'espère. Donc, il faudra de nouveau vous lancer sur la route et en parler. Alors, nous avons quelques microphones qui vont passer dans la salle et je vous demanderai d'attendre qu'un microphone arrive jusqu'à vous.
Qui souhaiterait poser une question? Et merci aux interprètes. Je parle vite. Quelqu'un dans cette partie-là de la salle? Merci. Merci beaucoup. Vous nous avez dit à un moment donné que nous avions essentiellement une nature animale, que nous étions au départ des animaux et non pas des êtres intellectuels. Mais ce qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé à lire ce livre, moi dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, c'est que votre langue était très sophistiquée. Les termes que vous utilisez sont très recherchés. Est-ce que c'était un choix délibéré pour donner une impression particulière? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, tout projet sur lequel je travaille a son propre lexique, son propre vocabulaire, parce que les mots sont les outils les plus sophistiqués dont nous disposions. Et personne n'arrivera à m'ôter cette idée. Mais j'ai commencé à me passionner pour cette période. Comme d'habitude, j'ai donc fait des recherches colossales et j'ai même commencé à parler dans la langue de l'époque et j'ai assimilé tous ces mots étranges, toutes ces idées étranges et ils faisaient partie de moi quand je me suis assise pour raconter cette histoire. Parce que tout ce que je fais dans mes recherches ensuite est intégré au texte lui-même. Avec The Vaster Wilds, c'est l'époque de Shakespeare, donc j'ai relu tout Shakespeare et étant donné que ça se passe en 1609, et donc les premières 5 versions, j'ai donc écrit en boucle les mêmes formules, des vers iambiques et d'ailleurs c'est un très bon rythme si on fait du jogging. Mais j'ai retrouvé des mots qu'on avait oubliés et je me suis dit que c'était une richesse incroyable qui était à la portée de tous. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle pièce de Shakespeare, même la pire, Timon d'Athènes, et on entend la mélodie, on entend les mots. Donc, c'est vraiment une passion extrême, un amour démesuré de la langue. Et The Vaster Wilds vient d'un texte de Shakespeare. Qui parle des profondeurs insondables. Donc, pour décrire l'océan. Donc, c'est un petit peu un emprunt remodelé. Et dans ce livre, donc, vous avez utilisé la langue de l'amour courtois, des romans chevaleresques. Oui, c'est ça. Et le mysticisme également. Les mystiques du Moyen Âge avaient leur système de symboles qui était très riche, très profond. Et j'ai dû me renseigner énormément avant de pouvoir écrire mes propres versions de ces visions mystiques. Et souvent, c'était une sorte de mélange de ce que différentes personnes avaient vu. Donc, j'ai pris des versions de 15 mystiques différents et j'en ai fait un mélange pour qu'elles apparaissent à cette femme. Et l'empresse Mathilde aussi apparaît dans ce livre. Donc, il y a des femmes extraordinaires dans ce livre. Y a-t-il une autre question? Oui. Merci. Je me demandais, en vous écoutant décrire votre livre, quel était le rôle joué par Dieu. Nous sommes au Moyen-Âge, nous sommes dans un monastère, et est-ce que Dieu apparaît dans ce livre? Alors, Dieu n'est pas un homme dans ce livre. Donc, il n'y a absolument aucun homme dans cet ouvrage. C'est un petit peu George Cukor, hein? Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un film qui s'appelle
The Women de 1939. C'est George Cukor qui atteint son maximum. Donc, les personnages sont des femmes, mais comme c'est un film de 1939, toutes les conversations de ces femmes portent sur des hommes. Et on ne peut donc pas dire que c'est un ouvrage féministe parce que il faut qu'il y ait deux femmes qui parlent l'une à l'autre et qui parlent d'autre chose que d'un homme. Et avant d'avoir ma vision de ce qu'allait être ce livre, j'ai vu ce film et je me suis dit non, ça ne va pas du tout. Et dans la version anglaise du livre, même les animaux ne sont pas masculins, ils sont féminins. Et en français, ce n'était pas possible de le traduire ainsi. Mais, alors revenons à Dieu dans ce livre. Marie provient d'un endroit où, bon, elle est catholique, et au fil du temps, il y a eu des catholiques qui ont développé certaines connaissances, qui ont une certaine tradition et qui comprennent, mais qui ne sont pas profondément dévots. Et Marie, quand elle arrive dans cette abbaye, elle comprend ce que ça veut dire de prier, mais elle n'est pas dévote. Et une fois qu'elle arrive, ça change et cela évolue au fil de plusieurs décennies. Et elle est abbesse de cette abbaye pendant plusieurs décennies et elle commence à croire dans une sorte d'église différente, un Dieu différent qui est plus féminin. Et d'ailleurs, une fois qu'elle arrive à la ménopause, et là j'emprunte à Hildegard von Bingen, elle commence à avoir des visions mystiques, et c'était la même chose pour Hildegard, et Dieu commence à lui parler, et pour Marie, Dieu se matérialise par des visions. Bon, alors Jésus, dans beaucoup de représentations catholique est un peu féminin. Je reviens d'Italie et je ne sais plus dans quelle église on voyait Jésus qui était en train de montrer sa plaie et la plaie avait l'air très féminine. C'était un petit peu comme un corps féminin. Mais bon, donc il y a des symboles de la féminisation de l'Église, de Dieu, au fil du temps, et l'Église catholique les a réprimés à chaque fois. Donc, j'ai souhaité un petit peu offrir cette vision différente et un petit peu sacrilège peut-être. Et j'aime beaucoup votre vision de la ménopause qui est une période très créatrice où tout à coup on a des visions. Eh bien, oui, on nous dit que la ménopause, c'est un moment où on se rabougrit, où on se flétrit. Non, non, on acquiert un pouvoir différent. On ne peut plus créer des bébés, mais autre chose. Est-ce qu'on aurait une autre question? Merci beaucoup pour cet entretien. Je suis assez fascinée par votre capacité à décrire des images presque en vous passant de mots. Est-ce que vous écrivez en 3D? Est-ce que vous pensez en 3D? Oui, c'est une question incroyable. Personne ne me l'a jamais posée et vraiment, c'est comme ça que je fonctionne. Et je suis un petit peu adepte de la synesthésie. Je suis un peu synesthétique, mais pour moi, les sentiments sont associés à des couleurs et les mots ont aussi des connotations émotionnelles qui correspondent à des couleurs. Mais voilà comment je fonctionne. Et si cela peut vous être utile, vous m'en verrez ravi. Mais quand je commence à imaginer une scène, j'ai toujours une routine, c'est que je ferme les yeux, je me bouche les oreilles et je mets une minuterie. Et très lentement, j'ouvre chaque canal sensoriel et je commence à d'abord entendre ce qu'on entendrait dans cette scène, tout doucement. Et j'entends le chant d'un oiseau que je connais, ou alors les vagues sur la plage.
Et ensuite, je commence à sentir ce qui pourrait se passer dans cette scène. Et ensuite, très lentement, l'un après l'autre, je passe en revue tous les sens et je termine par la vue, parce que c'est ce qui me paraît le plus approprié. Et une fois que j'ouvre les yeux, j'ai déjà énormément d'informations sur ce qui se passe dans cette scène et énormément d'émotions qui y sont associées, parce que les émotions nous relient de manière indissociable à un instant. Donc, on a une scène où on a par exemple des gens en maillot de bain qui sont en train de se remplir de crème solaire, ou encore une autre scène en haut d'une montagne où quelqu'un a perdu ses skis. On voit que la personne est désespérée, qu'il fait froid. Et puis dans l'autre scène, les gens sont irrités. Mais l'état émotionnel serait complètement différent parce que on a une information sensorielle différente en toute situation. Donc oui, je pense en 3 dimensions, mais c'est une 3D animale en quelque sorte. Je passe par tout ce qui est corporel et en 3 dimensions. C'est fascinant. Lorsque vous écrivez une scène, vous avez parlé de lentement. Ça vous prend combien de temps? Une quinzaine de minutes. Mais c'est un espèce d'état méditatif, c'est un exercice. Oui, c'est un exercice et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Ça ne marche pas toujours. Comme avec chaque type de méditation, on essaie, ça marche pas, mais ça vous donne des informations, même si ça ne fonctionne pas. Hilary Mantel, cette fabuleuse autrice, raconte une histoire. Chacun travaille différemment. Elle met 2 chaises devant elle. Elle s'assied dans une des chaises et elle invite son personnage dans l'autre et il se lance dans une conversation. C'est un exercice un petit peu similaire, mais son exercice est là pour comprendre le personnage. Là, elle pose des questions au personnage. Le personnage lui raconte qui il ou elle est. Mais elle dit, et je me rends compte qu'on est quasiment à court de temps, elle dit aussi que le processus de mise en scène de ces travaux ont affiné ce processus tout simplement parce que les personnages se mettent en mouvement. Donc le passage au théâtre fait là. Est-ce que ce type de renouvellement est important au cours d'une carrière? Vaster Wilds sera votre 5e roman. Oui, 5e roman, mais 7e livre, car j'ai des recueils de nouvelles. N'oubliez pas de lire ces nouvelles. Sinon, elle ne reviendra jamais. Mais si c'est important de renouveler ces modes de compréhension, oui, je pense que c'est important. Chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, il faut que je recommence de zéro. Souvent, ça ne fonctionne pas. Souvent, je suis frustrée. Et puis, tout d'un coup, les choses s'ouvrent et ça fonctionne. Lorraine, merci beaucoup. Je crois que vous allez signer vos livres un petit peu plus loin dans le foyer où où aura lieu le cocktail. Vous pouvez trouver les livres en haut, ils sont à la vente. Et comme vous le savez, ce week-end, il y aura tout un tas d'autres séances fascinantes, mais notre conversation a été particulièrement intéressante. Merci beaucoup, Lorraine.